Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, une fois de plus. Convainc-moi, aujourd'hui, c'est assez spécial parce que nous recevons un grand homme. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, il s'agira de parler aujourd'hui, chers amis, de la rencontre Talon Syndicat, les milliards qui font polémique, vous l'avez constaté, notamment à travers Quoi de neuf aujourd'hui. Justement, cette promesse fait polémique. Et pour en discuter, nous recevons pour vous aujourd'hui Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Bonjour à vous, monsieur Anselme Bonjour, Amoussou. cher ami. Bienvenue et merci Je vous d'avoir en prie. accepté notre invitation. C'est un plaisir. Le président Patrice Talon a rencontré les centrales syndicales ce vendredi 16 octobre 2020 et après 87 milliards de francs CFA décaissés justement dans le cadre du paiement de la dette de l'État envers les travailleurs, le gouvernement de M. Talon a décidé de débloquer avec effet immédiat 15 milliards pour la même cause. Par ailleurs, un communiqué de la page Facebook du président dénote que le montant global de la dette de l'État béninois à l'encontre des travailleurs s'élève à 173 milliards de francs CFA. Face à ces constats, affirmations et spéculations qui alimentent l'actualité depuis peu, nous recevons donc pour vous sur ce plateau M. Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Et avec lui, tout de suite, je lui pose la première question. Selon vous, du moins vous êtes bien informé, donc quel était l'ordre du jour de la rencontre avec le chef de l'État? Merci beaucoup. L'ordre du jour, c'était de faire le point des engagements financiers de l'État vis-à-vis de ses agents. Et puis, il y a eu les questions diverses. Mais l'essentiel, c'était consacré justement à écouter le chef de l'État sur ce qui a été fait, sur les dettes salariales dues aux agents de l'État depuis 2016. Donc voilà, vous avez déjà annoncé les 87 milliards qui ont été payés, aussi bien aux retraités qu'aux agents en activité. Et puis il y a l'évaluation d'une certaine dette qui a été faite, qui s'élève à 15 milliards et que le gouvernement s'est engagé à apurer entièrement dès la fin de ce mois d'octobre. Donc voilà ce que nous avons échanger, c'est ce que nous avons échangé avec le chef de l'État et son gouvernement. Quelle est la différence entre cette rencontre et les précédentes? Je vais dire, toutes les autres rencontres, en fait, vous vous souvenez, avaient eu lieu dans une ambiance plutôt de tension et de crise. Oui. Et donc, cette rencontre a été l'initiative du chef de l'État. Ce n'est pas que nous avons demandé à être reçus, c'est lui qui a demandé à nous rencontrer pour faire ce point. Il est vrai que juste avant, nous avions un certain nombre d'organisations syndicales avaient demandé à rencontrer le ministre des Finances et avec qui nous avions, disons, échangé un peu justement sur la question de l'appurement des dettes salariales. Le gouvernement avait annoncé payer 1 milliard mensuel pour apurer ces dettes et on s'est rendu compte qu'au vu des attentes des travailleurs, le milliard était complètement insuffisant. Et donc, c'est suite à ça que le chef de l'État, après avoir discuté avec le ministre des Finances, le Conseil des ministres a décidé finalement d'aller vers l'appurement définitif des 15 milliards. Donc, cette rencontre a ce sujet particulier il permet au gouvernement de nous annoncer une mesure quand même exceptionnelle, qui est financière et qui est exceptionnelle. Elle se tient dans un contexte qui n'est pas un contexte de tension. Et elle s'est faite dans une ambiance plutôt bon enfant, conviviale. Et cette rencontre a permis au chef de l'État de prendre l'engagement de nous rencontrer de façon périodique pour justement faire le point avec les partenaires sociaux que nous sommes et recueillir éventuellement les apports que nous pourrions faire justement pour améliorer la gouvernance à la tête du pays. Donc, c'est une bonne rencontre si elle a la suite qu'il faut. Si les engagements qui sont pris sont respectés, je pense que c'est une rencontre qui augure peut-être d'un renouveau en matière de qualité de dialogue social. Nous avons toujours souhaité que la gouvernance mette au cœur de son action le dialogue social. Et si nous nous retrouvons en phase aujourd'hui avec un gouvernement, je dis que c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut dire, selon vous aujourd'hui, que c'est désormais la lune de miel entre les centrales syndicales et le pouvoir exécutif? Ce serait stupide de notre part en tant qu'acteurs sociaux de
de considérer, de penser, hein, d'avoir l'illusion que ça va être la lune de miel entre un gouvernement et des travailleurs. Ce serait complètement utopique. Nous travaillons tous les jours que Dieu fait pour que nous puissions sortir de la guéguerre permanente habituelle que nous entretenons avec nos gouvernants. Et c'est une quête perpétuelle d'arriver à atteindre la qualité de dialogue qui permet justement d'anticiper sur les crises et de les gérer sans beaucoup de dégâts. Mais il va toujours exister une relation plus ou moins conflictuelle, ouverte ou latente entre un gouvernement et des partenaires sociaux. On parle de partenaires sociaux, certes, on est dans cette hypocrisie sociale qui nous fait dire partenaires sociaux parce que c'est une quête. Il faut aller vers ce partenariat pour accompagner la gouvernance, pour améliorer la gouvernance et en même temps permettre aux citoyens d'avoir un mieux vivre. Mais je ne suis pas dans cette illusion, moi. Je sais que les relations de travail sont assez souvent conflictuelles. C'est dans leur nature d'être conflictuelles parce qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons faire en sorte que ce conflit ne soit pas ouvert et ne débouche pas sur des crises majeures sociales pour le pays. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et si chacun joue sa partition, je pense que nous pouvons avoir des relations plus ou moins normalisées, mais pas complètement dénuées de conflits. Donc ça ne pourrait pratiquement jamais être la lune de miel. Mais on peut travailler pour améliorer les choses. Justement, ma question suivante, c'était ça. Quelles devraient être, selon vous, les relations entre les syndicats des travailleurs et les gouvernements dans un régime démocratique? C'est vraiment de rechercher le partenariat. Le partenariat ne veut pas forcément dire l'amitié ou la collusion. Le partenariat, c'est que chacun de nous doit regarder l'intérêt du pays et tout en essayant donc de le concilier avec nos intérêts personnels, les intérêts de ceux qui sont nos mandants. Le gouvernement est dans son rôle de faire en sorte de veiller donc au mieux-être de tous les citoyens. Et nous sommes là pour lui relayer quelles sont les préoccupations des travailleurs, quelles sont les difficultés, quelles sont les urgences sociales. Et dans le jeu donc, de concessions de part et d'autre, on arrive à trouver le juste milieu. Dans un régime démocratique, je veux dire, chacun doit connaître son rôle. Le rôle du syndicat n'est pas de faire à la place du gouvernement. Le rôle du syndicat n'est pas de rechercher à prendre le pouvoir dans un État démocratique. Et donc, si chacun comprend vraiment son rôle, si nous savons que notre rôle est d'interpeller, de conseiller, de protester, et que le gouvernement comprend que tout ce qui est action syndicale n'est pas forcément dirigé contre un intérêt d'une autorité, et que le gouvernement travaille à ne pas toujours apparaître comme étant allergique à l'action syndicale, chacun aurait compris quel est son rôle. Et donc, si nous donnons la main, et que, par exemple, la grève, dans un pays démocratique, un gouvernement ne devrait pas considérer la grève comme étant une mauvaise chose. La grève est un appel au dialogue social, en fait. Et si vous avez cette meilleure compréhension donc, de ce qu'on peut appeler action syndicale, vous travaillez pour que cet accompagnement-là vous permette d'améliorer votre gouvernance. Mais quand on se met dans la posture d'empêcher les gens de s'exprimer, d'exprimer leur ressentiment parfois contre une gouvernance, c'est qu'on n'a pas compris ou on a mal compris le rôle du syndicat. Et on peut être amené à prendre des lois pour empêcher le syndicat d'agir. Et c'est qu'on entretient la guéguerre, on entretient la tension et ce n'est pas très bon. Donc chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Mais les deux doivent se donner la main en regardant ensemble l'objectif commun qui doit être que le pays doit se porter bien à travers les citoyens qui se sentent épanouis. À peine annoncé, les 15 milliards portent déjà à polémique, justement. Selon vous, où se trouve le problème? Il n'y a aucun problème. Il y a simplement qu'une échéance électorale approche et que des acteurs politiques ont besoin donc de polémiques pour exister. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est une polémique complètement inutile, complètement futile. Parce que j'ai vu un peu deux polémiques. J'ai vu la polémique liée à la sortie de l'ancien chef de l'État qui estime qu'il n'a laissé aucune dette. Et je trouve qu'il sait très bien qu'un
Un gouvernement ne peut jamais partir de la tête d'un pays sans laisser une dette. Ce n'est pas possible. Et laisser une dette n'est pas une faute de gouvernance. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça devrait déranger quelqu'un qu'on dise j'ai payé des dettes que tu as laissées. Même le président Talon également va laisser des dettes, forcément. Tous les jours que Dieu fait, un gouvernement doit de l'argent à un travailleur. Quand vous comprenez un peu comment ça fonctionne, vous êtes d'accord que ce qu'on pourrait avoir comme polémique, à la limite, c'est peut-être de contester les chiffres. On peut dire, vous avez annoncé 10 milliards de dettes, moi je n'ai pas laissé 10 milliards de dettes. Et là, apporter les preuves qu'effectivement, il y a un problème par rapport au montant annoncé. Mais affirmer qu'on n'a pas laissé de dettes, je trouve qu'on est là dans la guerre politicienne et donc nous, en tant que travailleurs, ça ne nous concerne pas. Je crois qu'il y a la deuxième polémique qui concerne le timing de la décision. On estime que c'est trop proche des élections et donc forcément il doit y avoir une visée électoraliste. Moi, en tant que travailleur, je dis tant mieux si une échéance électorale pousse un gouvernant qui ne nous écoutait pas à nous écouter davantage. Je crois qu'il faut que nous agissions pour en tirer le maximum de profit. Justement, on a encore quelques mois avant l'échéance électorale. Et donc, comment nous devons faire, comment devons-nous réfléchir pour que les travailleurs puissent avoir un nouvel engagement dans les semaines et les mois à venir. Donc, nous, en tant que travailleurs, en tout cas, moi, je ne me sens pas concerné par ces polémiques. Et je pense qu'elles vont s'éteindre d'elles-mêmes, comme tout ce qui est polémique futile que nous créons dans ce pays sur des choses qui n'ont pas besoin de tellement d'importance. Donc, je ne trouve pas d'importance à ces polémiques-là. Avançons. Très bien. Oui. Certaines personnes considèrent ce geste comme le prix du silence, faisant allusion à l'interdiction ou à l'absence de manifestations des travailleurs auxquelles elles étaient habituées. Est-ce une erreur d'appréciation? Le prix du silence, je n'ai pas compris. Le prix du silence? Le prix du silence des organisations syndicales, c'est ça? Oui. Les syndicats ne sont pas silencieux. Et donc, ceux qui pensent ça, ce sont les personnes qui ne sont pas vraiment au cœur de l'action et qui ne comprennent pas le fonctionnement d'un syndicat. Ou des personnes qui ont été habituées à ce qu'on peut appeler la caricature du syndicalisme et qui sont peut-être nostalgiques d'une certaine époque où on était dans un syndicalisme spectacle où il faut apparaître tous les jours dans vos émissions ou dans le zapping. Le syndicaliste n'est pas là pour commenter les faits divers. Et donc, notre communication doit s'améliorer. C'est notre communication qui est en train de s'améliorer aujourd'hui. Beaucoup de choses se font sans tapage. Et nous savons que nous avons eu des difficultés et nous avons encore des difficultés. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dépend en grande partie de nous. Vous savez que les relations entre un syndicat et un employeur, c'est une question de rapport de force. Lorsque le rapport de force ne penche pas en votre faveur, l'employeur peut être amené donc à prendre des actes, des décisions contre vous. Donc, à la limite, en tout cas, moi, au niveau de ma confédération, nous considérons que, les inconforts que la gouvernance du président Talon nous crée au niveau du syndicalisme, nous essayons donc de les transformer en une opportunité pour nous regarder, pour nous scruter, pour regarder notre pratique syndicale. Parce que cette gouvernance a le mérite de nous montrer nos limites et nos faiblesses en tant qu'organisation. Et donc ces limites-là, nous sommes en train de les gommer, de les corriger, parce que nous comprenons très bien que dans un pays comme le nôtre, on a besoin encore d'un syndicalisme, d'une certaine forme de syndicalisme. Mais vous ne pouvez pas engager le bras de fer lorsque vous n'êtes pas sûr que le bras de fer penche en votre faveur. Et si vous avez des problèmes de mobilisation de vos camarades, si vous avez une crise de confiance à l'interne de vos organisations, avec vos militants, et que vous ne travaillez pas à corriger ces écueils, vous n'êtes plus dans le syndicalisme, vous êtes dans une sorte de témérité, dans une sorte de faire juste pour le buzz. Et nous, on a décidé donc de sortir de là. Donc, il n'y a pas de silence. Il n'y a que nous devons nous conformer au contexte aujourd'hui. Nous devons apprendre à nous adapter. Quand vous n'êtes pas en mesure donc de faire un combat frontal, vous devez être suffisamment intelligent pour ruser, pour contourner l'adversaire et peut-être le battre sur son terrain. Aujourd'hui, nous avons besoin de revoir le fonctionnement de nos syndicats, d'avoir des arguments et des argumentaires, d'avoir de la rationalité dans nos demandes, dans nos exigences, et donc de cesser un peu de crier, uniquement de crier, sans rien derrière, sans aucune proposition derrière. Aujourd'hui, quelle est notre partition sur les grandes thématiques du monde du travail? Quelle est notre expertise sur un certain nombre de choses qui sont des choses basiques
Quand vous devez aller donc à une table de négociation, vous devez comprendre comment on lit un budget. Vous devez savoir comment déployer un budget pour vous appuyer dessus et formuler vos revendications. Il ne s'agit pas simplement d'aller crier « je veux 20% d'augmentation du salaire » alors que vous n'avez aucun argumentaire qui sous-tend cela. Quand vous allez devant des gens qui ont quand même la réputation de faire les choses et d'anticiper beaucoup, de faire les choses avec intelligence, si vous n'avez pas la même qualité d'intelligence, c'est que vous êtes battu. Et finalement, vous apparaissez à leurs yeux comme une perte de temps. Et donc, ils n'ont pas intérêt à venir vous rencontrer. Nous avons compris tout cela et nous sommes en train de travailler là-dessus. La fonction syndicale aujourd'hui au Bénin a besoin d'être professionnalisée. Nous devons avoir de l'expertise sur beaucoup de thématiques. Nous devons faire en sorte d'avoir un ancrage social important. Parce que, figurez-vous, les lois qui ont été prises contre les travailleurs, par exemple la loi sur la grève, moi, dans ma famille, la plupart de mes parents sont d'accord avec pour dire oui, mais c'est bien parce qu'on vous empêche de faire la grève et de nous empêcher d'empêcher nos enfants d'aller à l'école. Donc vous avez une forme de syndicalisme qui a fini par lasser l'opinion publique et l'opinion publique qui nous a lâchés nous-mêmes en tant que force sociale. Donc ce sont autant d'éléments dont nous devons tenir compte parce que votre combat peut mieux porter lorsqu'il est soutenu par l'opinion publique. Quelle est notre relation avec les parents d'élèves aujourd'hui, les usagers des centres de santé? Quelle est notre relation avec eux? Il faut que nous puissions réfléchir à ça. Et c'est ce que nous faisons. Parallèlement à cela, nous essayons d'agir sur les arguments, sur les contacts directs, les contacts bilatéraux avec les ministres, avec les employeurs, pour essayer donc de porter les revendications de nos travailleurs. Et donc, vous voyez que si aujourd'hui le gouvernement comprend qu'il doit donner 15 milliards, c'est parce qu'en amont, il y a un travail qui a été fait dans la discrétion. Je vous ai dit que des confédérations ont rencontré le ministre des Finances. Et à cette séance, nous avons échangé pour lui montrer qu'il fallait faire un effort supplémentaire. On n'a pas déclenché une grève pour ça. Et donc, ceux qui s'attendent au syndicalisme d'antan sont peut-être déçus. Ceux qui ont intérêt à ce que le syndicalisme fasse leur combat à leur place, ceux qui sont en perte de vitesse, ceux qui n'ont pas préparé leurs militants, je parle des partis politiques qui n'ont pas préparé leurs militants à les écouter, à agir avec eux, et qui s'appuient uniquement sur le syndicat, ils sont certainement déçus, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Nous sommes dans une nouvelle ère, et en tout cas au niveau de ma confédération, nous avons fini avec les manipulations des politiciens, d'un camp comme d'un autre. Nous regardons les intérêts des travailleurs et nous allons faire en sorte de les porter au mieux. Tout à l'heure, vous avez fait mention de la mauvaise compréhension que les uns et les autres pourraient avoir justement de ce qu'est supposé être le syndicalisme. Quelle est la bonne compréhension? La bonne compréhension, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le syndicat ne fait pas la place d'un gouvernant. Le syndicat n'est pas là pour viser la prise de pouvoir. Ce genre de confusion nous éloigne complètement de notre rôle principal. Le syndicat, je vais vous donner un exemple concret. J'étais dans l'intérieur du pays où un travailleur s'est levé pour affirmer que son syndicat de base de son entreprise était corrompu et ne méritait donc plus sa confiance. Et après l'avoir écouté, nous lui avons demandé, mais dis-nous quels sont les éléments qui te permettent donc d'affirmer cela. Et le seul élément qu'il avait, c'était que l'employeur, au détour d'une rencontre, a félicité le syndicat de la maison pour un acte qui a été posé. Et lui, le travail en question, on lui a appris qu'un syndicat ne peut jamais féliciter un employeur et qu'un employeur ne peut jamais féliciter un travailleur. C'est la seule preuve qu'il avait donc, de la collusion supposée à son niveau entre le syndicat, son syndicat et son employeur. Donc c'est ça qu'on nous a appris toujours. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans les relations humaines. Si vous êtes mon employeur et que je suis votre travailleur, vous êtes avant tout un homme. Et de ce point de vue-là, vous avez besoin d'un minimum de considération pour avancer, même sur des revendications qui sont légitimes de ma part. Si vous faites bien une fois et que moi, je vous dis, mais merci madame, nous vous félicitons pour ce que vous avez fait, en quoi ça me diminue moi? Au contraire, ça me permet de demander le deuxième point. Mais on nous a appris que même féliciter un employeur est de l'antisyndicalisme. On nous a appris que, par exemple, le recours à une institution
lorsque je dénonce un acte de gouvernance et que je décide de saisir le BIT, de saisir la Cour constitutionnelle, de saisir la Cour suprême, on a appris aux militants que ce n'est pas du syndicalisme. On nous a appris donc à ne regarder que la fonction revendicative comme étant la seule fonction du syndicalisme. Alors que le syndicat est dans le monde entier, le syndicat a 5 fonctions essentielles. La revendicative, la formative, la sociale, l'éducative et la fonction de représentation. Ce sont les 5. Nos militants ne le connaissent pas la plupart du temps parce qu'ils n'ont appris que la fonction revendicative. C'est quand vous revendiquez, quand vous criez, quand vous insultez, quand vous tempêtez, que vous êtes applaudi comme étant un bon général. Ce n'est pas ça le bon général, ce n'est pas ça le bon syndical. Le bon syndicaliste doit regarder, doit explorer toutes les voies possibles pour mettre la pression sur un gouvernant. Vous savez, parfois, il suffit que votre pays, votre gouvernement soit cité dans les forums internationaux comme étant un gouvernement qui ne respecte pas un certain nombre de choses. Ça dérange tellement les gouvernants qu'ils sont obligés donc parfois de vous appeler pour discuter. Donc, c'est des choses que nous n'avons pas souvent utilisées, que nous apprenons aujourd'hui à utiliser, compte tenu donc du contexte qu'on nous impose. Et puis, voyez-vous, le syndicat, il est là également pour nouer des alliances stratégiques. Si vous voyez un syndicaliste avec un politicien de l'opposition ou de la mouvance, parce qu'il sait que cette personnalité occupe une position stratégique pour aider à débloquer une revendication, c'est également ça du syndicalisme. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, vous voyez les syndicats dans un déjeuner d'échange avec des politiques, des parlementaires, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Mais malheureusement, on a appris à nos militants que le fait de discuter, de sourire, de rire, de bavarder avec un politicien, c'est le signe donc de la corruption. Et il y a certains parmi nous qui sont tétanisés par cette image-là que l'on évite de donner. Il y a longtemps que nous avons fini avec ça au niveau de la Confédération, de ma Confédération. Nous devons agir dans l'intérêt de nos travailleurs, mais nous devons agir en évitant que le gouvernant, qui est un politique, ne nous regarde comme un opposant. Parce que vous savez que les politiciens au Bénin sont prêts à ce que le pays brûle s'ils doivent agir et donner le sentiment que leur opposant a gagné. C'est un élément dont il faut tenir compte également. Et c'est ce que nous faisons en restant à bonne distance des politiques de tous bords, mais en évitant surtout que l'on nous manipule sur des sujets sur lesquels les gens sont incapables d'agir politiquement pour régler les problèmes. Dites-nous en toute sincérité, comment va le monde syndical au Bénin? Le monde syndical va de mieux en mieux, à l'interne. Le monde syndical ne va pas très bien au regard de la satisfaction de nos revendications, parce que nous n'avons pas encore toutes les armes pour mettre la pression. J'ai l'habitude de dire qu'on est dans un pays, enfin, tout gouvernant mérite le type de syndicalisme, mérite le type de syndicalisme qui lui convient. Et vous savez, vous allez au Japon aujourd'hui, quand les travailleurs mettent un bandeau rouge, l'employeur est tellement dérangé qu'il appelle pour discuter. Au Bénin, vous pouvez mettre les bandeaux rouges 1000 jours dans l'année. Vous risquez de ne pas avoir de réaction. Et donc, vous avez souvent la réaction lorsque il y a la tension, lorsque vous paralysez l'activité. Donc, de ce point de vue-là, vous savez que nous sommes aujourd'hui très peu outillés pour utiliser donc cette arme ultime qu'est la grève. Et c'est pourquoi je dis que le syndicat ne va pas bien sur le plan donc de la satisfaction de nos revendications, parce que le syndicat se porte mieux dans les pays où le dialogue social fonctionne correctement. Le dialogue social n'a pas encore atteint la qualité que nous souhaitons, et je pense que tous les acteurs du dialogue social sont interpellés par cette situation. Mais au premier chef, le gouvernement, dans la plupart du temps, dont la plupart des représentants ne connaissent pas vraiment le b.a.-ba de ce qu'on appelle le dialogue social. Donc nous devons continuer de travailler pour aller vers cette qualité que nous souhaitons. Et à ce moment-là, quand vous allez me poser la question, je vous dirai le syndicalisme se porte mieux et très bon au Bénin. Les travailleurs ont-ils d'autres revendications? Les travailleurs ont des milliers de revendications. Vous savez, je donne l'exemple du SMIC par exemple. Le SMIC est à 40 000 encore aujourd'hui, depuis 2014, que nous avons eu la dernière augmentation. Et alors que normalement, c'est tous les 3 ans qu'on doit revoir le SMIC. Nous avons toujours demandé que le SMIC soit revu. On n'a pas encore obtenu ça. Nous avons demandé l'augmentation du point indiciaire, parce que le coût de la vie aujourd'hui est très cher.
On n'a pas encore obtenu ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Je prends la Sonacop. Comment a-t-on traité donc le personnel de la Sonacop? On ne l'a pas traité au mieux. Il y a beaucoup d'autres entreprises, le Bénin Télécom, la Sonapra, tout cela a été fermé. Et la gestion du personnel, la gestion sociale de la fermeture des entreprises n'a pas été au niveau où nous avons souhaité. Ajoutez à cela les questions de liberté aujourd'hui. Quand vous êtes obligé dans un pays de prendre des lois comme la loi sur l'embauche, qui précarise l'emploi, qui met des travailleurs en difficulté, parce que vous n'avez pas tenu compte du contexte général du travail au Bénin. Vous avez des expatriés, des nationaux qui considèrent qui tous les jours que Dieu fait violent les droits des travailleurs. Quand vous leur offrez sur un plateau d'argent une telle loi, c'est que vous enfoncez davantage le travailleur dans la précarité. Donc, autant de revendications que nous n'avons jamais cessé donc de poser au gouvernement. Bon, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que nous avons commencé les négociations au gouvernement central dans la commission qui est dirigée par le ministre Abdoulaye Biotchane. Et nous devons poursuivre encore cette semaine. Et nous espérons que nos échanges vont nous permettre de sortir de l'impasse actuelle, surtout par rapport aux revendications qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années. Parlons à présent de la situation des travailleurs admis à la retraite. Certains n'ont toujours pas perçu leur pension depuis 2 ans et continuent de faire l'aller-retour entre leur structure et la CNSS, malgré les instructions du chef de l'État. Quel peut être le rôle des centrales syndicales dans cette discussion délicate et éprouvante pour les retraités? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a encore des gens qui depuis 2 ans n'ont pas eu leur pension? Ça m'étonnerait. Si c'est le cas, ils n'ont qu'à nous informer. Parce que ce qui a été obtenu, justement par l'action syndicale, c'est la dernière mesure du gouvernement. Vous le savez bien. À partir d'aujourd'hui, quand vous êtes retraité, et dès que vous perdez votre salaire, vous avez immédiatement le mois qui suit votre pension. Sans tenir compte donc des innombrables pièces que l'on nous demandait avant. Donc au moins, ça c'est une mesure. Et nous avons vérifié qu'il y a déjà des gens qui sont partis à la retraite en juillet passé, mais qui ont déjà eu leur pension. Donc ça m'étonne que vous me disiez qu'il y a encore des gens qui attendent depuis 2 ans. Si c'est le cas, aujourd'hui c'est à la CNSS, nous avons nos affiliés à la CNSS, nous avons nos canaux pour pouvoir les aider. Et c'est ce que nous disons, si des gens ont des difficultés, qu'ils viennent vers le syndicat et le syndicat pourra, au cas par cas, essayer de voir ce qu'il faut faire donc pour les aider. Mais de façon générale, je pense que nous avons obtenu cet acquis-là aujourd'hui de la part du gouvernement, de faire en sorte que les retraités n'attendent plus plusieurs mois avant d'avoir leur pension. Et on est même allé plus loin, les pensions de moins de 50 000 seront virées directement par mobile money sur les comptes de nos affiliés. C'est un grand pas, il faut le saluer. S'il y a encore des spécificités qui ne sont pas réglées, nous sommes prêts donc à écouter pour voir ce que nous pouvons discuter avec le gouvernement pour ça. Avez-vous un message à l'endroit des travailleurs? Oui, le message, c'est ce que j'ai toujours dit. Le syndicalisme peut se réformer également dans notre pays et devenir plus efficace. Nous avons besoin d'être plus efficaces. Dans un pays où le taux de syndicalisme tourne autour de 5%, vous n'êtes pas en position toujours de faire le bruit qu'on attend. Et dans ce genre de circonstances, vous devez faire le syndicalisme avec un peu plus de discernement. Et c'est ce à quoi nous les appelons depuis en tout cas 4 ans ou 5 ans que nous sommes à la tête de la CSA Bénin avec d'autres confédérations. Je voudrais leur demander de rester patients et de croire dans le syndicalisme. Même si le syndicalisme aujourd'hui apparaît comme un mal, c'est quand même un mal nécessaire dans un pays comme le nôtre. Et si nous travaillons nous-mêmes à l'interne à enterrer le syndicalisme, nous allons laisser le boulevard ouvert à des gouvernants qui sont tous pareils, quel que soit le régime, qui sont tous pareils, parce qu'un gouvernement ne vous facilitera jamais la tâche dans votre action syndicale. C'est à nous de faire en sorte que, quelles que soient les velléités des uns et des autres, ils puissent être empêchés de nous nuire, de nous mettre dans l'inconfort. Donc la balle est dans notre camp, la balle est dans leur camp. Merci à vous, Monsieur Anselme Amoussou. Ce fut un réel plaisir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CSA Bénin. Merci une fois de plus et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Voilà.